Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Ici c'est Laura à la médiathèque Diderot de Rezé en Loire-Atlantique. Je suis accompagnée de Marion Brunet, comme le titre l'indique. Et merci d'être là. Ah, on a un accompagnement sonore inattendu. Est-ce que ça fonctionne pour toi, Arthur? Non, je ne vois rien. Ah, ça c'est embêtant. Alors... Le béton. Non, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Moi qui soit pas- Ah bon, bah, si Calidon nous voit bien, merci. Tant mieux. Pareil, faites-nous un petit signal pour le son s'il y a besoin d'ajustement. Bienvenue à toutes et tous. On est parti pour à peu près 1 heure ensemble. Un peu plus si jamais vous avez beaucoup de questions particulièrement pertinentes à poser à Marion. Si on est sur des sujets qui nous élancent, pourquoi pas, on ira un peu plus loin. Et qu'est-ce que je vais rappeler avant? Je consulte mes notes. Oui, je rappelle, pour ceux qui veulent poser des questions ou commenter en direct, c'est dans le chat, mais il faut avoir créé au préalable un compte sur la plateforme Twitch. Sinon, vous pouvez profiter juste du live. Par contre, tu n'as pas mis ton casque, donc je nous entends. Enfin, le casque n'est Le pas, son pour Laura est bon. Je pense que tu l'as pas branché correctement au bon port, c'est pour ça. Et puis, la dernière précision que je voulais faire, c'était... Ah oui, pour ceux qui voudraient nous quitter en cours de direct, parce que voilà, vous avez une vie par ailleurs, sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de la rencontre sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Donc, ça sera mis sur la chaîne YouTube dès demain, je m'y engage, demain ou vendredi. Eh bien, bienvenue Marion. Merci, bonjour à tous. Merci d'être là, ça fait plaisir de te recevoir parce que c'est un projet j'avais lancé l'invitation en septembre dernier, je crois, ou fin août, septembre. Voilà. Donc on est content que ça arrive au bout malgré tous les obstacles qui se sont dressés sur notre chemin. Donc on est parti pour 1 heure, ça je l'ai dit, et je vais quand même brièvement rappeler aux spectateurs dans quel cadre, pourquoi est-ce que tu es arrivé ici à Rezé. C'était dans le cadre du prix de tapage, qui est un prix de littérature pour adolescents. C'est la 11e édition cette année. C'est un âge vénérable déjà. C'est un prix qui est fait en collaboration avec les médiathèques de Couëron, Victor Jara, coucou les collègues, et Bougnay, Condorcet. Coucou aussi aux collègues. Et en fait, ça consiste en une sélection qui est faite par les bibliothécaires et les professeurs documentalistes des collèges et lycées participants. La sélection a lieu en juillet. En septembre, on présente les 7 romans en lice. 7, oui. Les 7 romans en lice aux tapageuses et aux tapageurs. Et puis, en avril, c'est le vote pour choisir son roman préféré. Et il se trouve que tu es dans la sélection avec celui-là, Sans foi ni loi. Qui nous avait bien plu, mais on n'a pas été les seuls. On pourra revenir dessus, mais tu as eu de nombreux prix pour celui-là. Et aussi, entre septembre et entre avril, entre la présentation des romans et entre le vote, à chaque fois, on fait venir un ou une autrice de la sélection. Et donc, cette année, on s'est dit, on aimerait bien que ce soit Marion Brunet. Tu as répondu positivement à notre demande. Merci. Et jusqu'au bout, on n'était pas sûr que ça Et passe. voilà, c'est ça. Donc, merci pour ta persévérance. Et donc, je rappelle aussi un peu le contexte, parce que là, tu arrives presque à la fin de ton séjour parmi nous. Oui. Donc, lundi, tu as vu une classe au collège Pont-Rousseau, puis une classe au lycée Pablo Neruda à Bougnay. Hier, tu as vu le club tapageur du collège Salvador Allende, puis 2 classes du collège Paul Langevin à Couëron. Comment vas-tu? Ça va bien, je suis un peu claquée parce que c'est quand même assez éprouvant. J'imagine, ouais. Mais c'est génial, je trouvais que c'était des super rencontres. Et donc, non, vraiment super. Une demi-semaine assez royale, bel accueil, que ce soit du côté des profs, des bibliothécaires, des jeunes. J'ai eu plein de surprises super, des scénettes jouées. Ouais, tu as eu droit à des petites surprises. Des illustrations du roman, des lettres aux personnages, enfin plein de choses. Ouais. Je sentais que j'étais vraiment attendue. Donc, super.
Et une petite mention spéciale pour le nom des collèges et des médiathèques que vous avez, parce qu'entre Allende, Victor Jara, je trouve ça assez génial. Voilà, c'est bienvenue dans la région. Ouais. Chouette, tant mieux. Il reste encore l'heure qu'on va passer ensemble. Et puis demain matin, une dernière visite au lycée Goussier, juste à côté de la médiathèque. Et puis tu pourras rejoindre tes pénates à Marseille. C'est ça. Alors, déjà, je vais dire bonjour parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient apparus dans le chat. Bonjour Adri, qui est là, un habitué de nos lives. Et puis non, c'est tout, il n'y avait que Adri dans le chat. Et puis, j'ai oublié de vous présenter, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'un acolyte, quand même. C'est Arthur, le modérateur, pour ce petit moment avec Marion. Donc vous pourrez lui poser vos questions. Si jamais on oublie des questions, n'hésite pas à nous solliciter. Des liens, vers les c'est ça, quand on évoque un roman en particulier, on mettra un petit lien vers le... Ou une bande dessinée, d'accord. Quoi que ce soit. Un film peut-être aussi. Ouais. Donc voilà, ça y est, on a présenté tout le monde. Et alors, qu'est-ce que nous dit Adri ? Je suis peut-être tout seul, mais je suis une bonne tout seul. Tu as bien raison. Référence à Renan, tout à fait. Je suis une bande de jeunes à moi tout seul. C'est confirmé. Ouais. Bien vu, Adri. Fort bien, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Ce qu'on s'était dit en préparant là, tout à l'heure l'entretien, c'est que je voulais te faire un peu connaître à nos usagers, nos spectateurs du coup, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens qui utilisent la médiathèque de Rezé qui regardent. Et pour ça, reprendre un peu ton parcours et s'arrêter peut-être sur quelques-uns de tes romans, parce que tu commences déjà à avoir une œuvre, comme on dit. Ça commence à être déjà conséquent. Ils ne sont pas tous là. On en a mis quelques-uns, mais il y en a, le reste en fait est déjà en circulation. C'est déjà emprunté. Mais ça donne une bonne idée, puisqu'on a le tout premier Frangine, qui est... bonjour Nimaël. Qui est sorti en 2013. C'est ça, voilà. 2013. Et le dernier. C'est ça, on a un peu tout le début de... pareil en termes... parce que c'est ça aussi que je voulais arriver là. J'étais en train de me dire, mais où vais-je avec tout ça ? C'est parce qu'en fait, il y a à la fois quelque chose qui est sorti chez un éditeur estampillé pour la jeunesse, pour les adolescents. Et en même temps, quand on fait quand on avance, on a chez Albin Michel L'été circulaire, qui était aussi du coup ton premier roman chez les adultes, entre guillemets, c'est ça, avec tous les guillemets qu'on va pouvoir mettre. Le dernier Plein Gris, on va pouvoir y revenir, parce que c'est celui qui est sorti là vraiment en février. Un mois. Nous on l'a reçu à la médiathèque la semaine dernière. J'étais bien contente de pouvoir l'avoir. Et j'ai plus qu'à le plastifier, et promis, après il est en circulation, vous pourrez l'emprunter. Le plus récent aussi, celui juste avant. Voilà, c'est ça, Vanda. Symphonia, qui est celui qui t'a valu d'être parmi nous aujourd'hui, qui lui date de 2010. J'ai pas la date en tête, mais il est entre... C'est ça, ouais. Il est avant Vanda. Il est juste avant Vanda. Ah, c'était juste avant. Ouais. D'accord. En termes d'écriture ou de... Oui, d'écriture et de sortie, les deux. Oui, de sortie, les deux. Ouais. Tout à fait. Et puis, il nous manquera quelques-uns dans le désordre, dans La gueule du loup. Et c'est les deux seuls qui nous manquent. Et les ogres, la série des ogres aussi. Oui, c'est ça. Sinon, l'ogre au pull vert moutarde, l'ogre au pull rose griotte et l'ogre à poil. Ouais. Ça, Arthur va pouvoir vous mettre les liens. Il est en train de le faire, évidemment, puisqu'il est tellement professionnel. Il vous met tout ce qu'on a d'elle. Et puis, on a les ogres, mais on a les ogres. Ouais. C'est ça. Et c'est très bien, là, comme ça, les gens pourront... Alors, les ogres, ils ont une place particulière, puisqu'ils sont vraiment pour un public jeunesse, donc ils sont pour, on va dire, 8-12 ans. C'est ça, c'est un peu la catégorie. Voilà. Après, j'ai aussi fait en sorte de mettre un double discours dedans, ce qui permet aussi aux adultes qui lisent aux enfants de rigoler un peu. Oui. Il y a des clins d'œil pour en général, le lecteur, c'est les meilleurs. Voilà. Les livres pour enfants qui savent qu'ils sont lus aussi par des adultes et qui du coup parlent d'eux. Ça permet aussi de s'amuser quand on l'écrit, parce que du coup on fait plein de clins d'œil. Voilà. Et le reste, tous mes autres bouquins sont sortis soit dit young adult, ce qu'on appelle young adult, ou adultes. Mais je pense que la frontière est très très fine en ce qui me concerne, parce que ce que j'écris
en jeunesse est quand même vraiment à la limite d'un public adulte, mais même pas à la limite. En fait, il est lu aussi par un public adulte. Complètement, oui, ça je peux confirmer. Ouais. Et je sais pas si Vas-y. du coup, quand tu as ton premier livre publié, parce que tu avais déjà écrit avant, j'ai cru comprendre quand je laissais traîner mes oreilles avec les rencontres, ça fait longtemps que tu écrivais par ailleurs en fait. Longtemps, Mais il a été publié finalement, choisi par un éditeur plutôt jeunesse, adolescent. Mais toi, tu l'avais pas forcément pensé comme ça. Toi, tu t'es pas mis tout de suite dans des catégories. Un petit peu. C'est-à-dire qu'avant, j'écrivais pas. Je pensais pas du tout écrire pour la jeunesse. Carrément. Bah oui. Et puis, c'est des rencontres, des gens qui m'ont dit, mais tu sais, à chaque fois, des amis qui lisaient ce que j'écrivais, qui me disaient, mais tu as tout le temps des ados ou des enfants en personnages. Il y a des super collègues jeunesse qui pourraient vraiment accueillir tes textes. Et moi, j'avais encore une vision comme celle que je critique aujourd'hui, à savoir, non, la jeunesse, c'est pas pour moi, je veux pas du tout des choses édulcorées, j'écris pas... C'est ça, voilà. Ça va être trop simple. Ça va être simplifié, voire pédagogique. Oui, aussi, l'histoire se met au service d'un message des adultes aux enfants, et non pas... très moral, elle n'a pas de valeur en soi. Voilà. Non, mais et donc, je détachais un peu ça de la littérature, et en fait, je me trompais complètement, donc mea culpa. J'ai plongé dedans en étant justement repérée par cet éditeur jeunesse à qui j'ai envoyé le début de Frangine et qui a tout de suite accroché, avec qui il y a eu des échanges très fructueux. Et puis bon, voilà, ça a donné 6 bouquins avec cet éditeur. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé Frangine, j'avais quand même en tête que ce serait... pour ados, pour ados, de par le thème aussi qui était abordé, enfin les thèmes qui étaient abordés, je pensais que ce serait bien que ce soit lu par des ados. Les personnages principaux sont lycéens, le frère et la sœur, c'est ça. Oui. Elle entre au lycée justement, c'est ça qui... Mais au-delà de ça, je pense que pour le coup, c'est peut-être le plus jeunesse de tous mes romans, parce que voilà. Mais depuis, j'ai lu aussi énormément de jeunesse, énormément d'auteurs jeunesse, et j'ai découvert des pépites littéraires, et du coup j'ai complètement changé de regard sur la littérature jeunesse. Oui, la barrière jeunesse-adulte, là, elle s'est évaporée. Et surtout parce qu'il y a même des choses qui sont très clairement pour la jeunesse, dans la littérature jeunesse, mais c'est pas pour ça que ce ne sont pas des pépites littéraires. C'est-à-dire que voilà, il y a une volonté de s'adresser à des adolescents ou à des enfants, mais c'est quand même, c'est quand même de la littérature. En fait. Une fois qu'on a enlevé la barrière sur la qualité ou de ce qui va être produit, est-ce que au niveau de l'écriture en amont, il y a avoir en tête qu'on écrit pour un public jeune public, ça change quelques petites choses. Alors j'imagine que pour l'Ogre, du coup, qui est la série vraiment jeunesse, c'est un peu à part. Là, comme tu dis, toi, tu es vraiment à la frontière. Là, donc je ne sais pas si c'est si conscient que ça pour toi quand tu écris, ne serait-ce que Plein Gris, le dernier. C'est encore un peu flou pour moi, parce que j'essaie de déterminer ce qui fait que... Parce que quand même, je sais au départ pour qui ça va être. Mais j'ai l'impression de ne pas adapter mon écriture. En plus, je ne suis pas du tout censurée. Je bosse vraiment avec des éditeurs qui ne me disent pas ça tu peux pas mettre, ça tu peux pas mettre. Mais ça m'est arrivé de me dire, mais est-ce que c'est pas toi qui crée ta propre censure, ou qui en tout cas oriente ton récit? Je pense qu'il y a des choses évidemment qui sont un peu différentes. Pour l'instant, ce que j'ai réussi à identifier, c'est que quand j'écris pour la jeunesse, je suis moins désespérée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des drames, il peut y avoir des morts, il peut y avoir, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ce qu'il y a dans l'œuvre, on en reparlera, mais dans ton œuvre, il y a du... Voilà, c'est pas édulcoré, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir toutes ces choses-là, des injustices et tout, mais au fond, il y a quand même de la lumière. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a des tas d'adultes qui aiment bien mes bouquins jeunesse, parce qu'ils me disent, en fait... il y a un peu d'espoir. Mais c'est pas du feel good. On n'est pas dans du feel good. Oui, vraiment, non, ce serait... Et par exemple, dans L'été circulaire et Vanda, qui sont mes 2 romans vraiment adultes, on va dire, je crois que je me suis autorisée une désespérance qu'il y a moins c'est ça, que si tu adulte. Savais à qui que tu t'adressais à un public particulier. Oui, mais ça, c'est très intéressant. J'aborde des choses comme le déterminisme social, comme... toute la question de la marge et d'une détresse sociale. Bon, c'est des choses que je peux aborder autrement en fait en jeunesse, mais où je vais pas, je vais peut-être, je vais moins vers c'est moins un truc. pesant.
pesant et sans espoir. C'est ça, c'est très intéressant parce que c'était moi dans ma formation de bibliothécaire jeunesse à un moment, effectivement, qu'est-ce qui faisait qu'un roman adolescent dépassait une limite ou était plus ou moins bon à donner à lire, ça interrogeait beaucoup, mais la personne qui m'avait formée avait dit on n'est pas obligé que ça se termine bien. C'est pas le. Non, voilà. Non, mais c'est important de le dire parce qu'on peut avoir ce réflexe-là de protéger, de penser que la lecture a un pouvoir presque plus grand lui prêter un pouvoir bien plus grand sur la psyché des enfants et surtout pas les croire capables d'encaisser. C'est pas que ça se termine bien. Par contre, il doit toujours, selon cette personne-là, il fallait toujours qu'il y ait une lueur d'espérance à un endroit ou un autre de la fin. Pas forcément pour tous les personnages, pas forcément... mais si c'était réellement très très noir, c'est pas grave, le livre existait, il avait de la valeur en soi, mais c'était pas forcément les livres qu'on aurait choisis, nous, en tant que prescripteurs dans un prix ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant que toi tu dises naturellement, en fait, quelque part, sans peut-être l'avoir calculé, tu fais cette espèce de... Tu t'autorises un peu Et je crois que mes personnages, parce que les personnages sont vraiment importants pour moi quand j'écris, je crois que mes personnages en jeunesse se battent. Alors qu'en adulte, je peux avoir des personnages qui sont battus, en fait. C'est-à-dire qui n'ont plus cette énergie du combat. Abandonner un peu Et je pense que c'est peut-être là que ça se joue. C'est-à-dire, il y a des situations difficiles, qu'elles soient sociales, politiques, humaines, tout ça, mais la force du combat reste, alors que en adulte, je vais quand même aussi avoir des personnages qui ont été un peu vidés de leur substance à certains moments par les aléas de la vie et du coup ce côté j'arrête de me battre. C'est ça. Ou alors j'ai beau me battre, c'est des moulins à vent, quoi. Ça n'a pas de l'impuissance ou accepter un statut de victime ou tout simplement d'être terrassé par cette impuissance, en fait. Voilà. C'est une nuance intéressante. Mais par ailleurs, il n'y a pas de censure. Alors, on n'est pas obligé de mettre de la violence ou du sexe dans un roman jeunesse, mais par contre, moi, si c'est nécessaire dans mon récit, je vais en mettre. Et là-dessus, j'ai jamais eu un éditeur qui m'a dit ah non, là, tu sais, c'est en jeunesse, c'est pas possible. C'est intéressant parce que ça, le young adulte a permis un peu ça, je pense, ces dernières années, de se permettre, des personnages... meurent ou et il y a un vrai décalage aussi entre je pense les jeunes, les ados qui lisent et les prescripteurs qui parfois projettent des choses et se disent ah non, ça c'est pas possible, ça et on retombe aussi sur des tabous de société, sur des choses comme ça. Moi je me suis rendu compte par exemple que le sexe était un vrai problème en jeunesse, alors que s'il y a bien un âge où ça pose question où c'est présent, c'est chez les ados quand même. Et ça c'est fou, ça c'est vraiment une contradiction incroyable. Je me souviens de Frangine, dans lequel il y a une scène de première fois. Qui est une jolie scène dans le sens où c'est très mignon, c'est deux adolescents ils ont 17 ans, ils n'en ont pas 15, ils sont amoureux, tout se passe bien, il y a vraiment... Il y a du consentement, ils ont pris le temps en plus. Ils ont pris le temps, il y a eu un loupé. Ça apparaît pas tout de suite. Il y a d'abord eu un loupé. C'est ça, c'est pas montré comme une performance, pas du tout. Tout à fait, et c'est une chose sur laquelle ça a tiqué, il y a eu des retours, il y a des parents qui ne voulaient pas parce que c'était une scène, il y a une scène de sexe. C'est fou, c'est un peu fou quand même. Ça, c'est vraiment un des tabous qui reste. Et ça, effectivement, aussi en tant que bibliothécaire, on se pose aussi sans arrêt ces questions-là. Alors nous, les livres existent déjà, donc tant mieux. Mais effectivement, parfois on a à défendre des livres de non, mais oui, alors on l'a choisi, mais il y a des raisons. Alors en général, ça passe très bien parce justement, il y a eu l'argumentaire et ça se passe plutôt en bonne intelligence. Mais il peut arriver dans des médiathèques où j'avais travaillé auparavant, mais effectivement, le problème vient toujours des adultes en fait. Rarement d'un enfant qui pourrait avoir été troublé par des scènes, mais l'idée c'est que ce soit d'ailleurs dans les jeux vidéo, nous on a même les jeux vidéo, les romans, toutes les fictions en fait, c'est du moment que l'enfant après vient en parler, on fait quelque chose de ce trouble éventuel qu'il a pu ressentir. Mais sinon, on projette beaucoup effectivement en tant qu'adulte, ça c'est sûr. Alors, je me tourne
Très bien. Ah non, c'est Arthur qui nous met les meilleurs moments. Quand j'écris pour la jeunesse, je suis moins désespérée. C'est une bonne interligne si on était dans du journal papier. Il ne faut pas que ce soit pris hors du contexte, quoi. On parle de littérature. Oui, c'est Ouais, ça. ouais, en littérature. C'est ça, complètement. Je crois que tu voulais parler du genre. Ouais, c'est ça, exactement. Je m'étais dit, comme on s'était attelé à ces étiquettes réductrices de enfants, jeunesse, maintenant on allait pouvoir s'attaquer à d'autres étiquettes, à nouveau. Je suis bibliothécaire, hein, c'est normal. Les classements, les étiquettes, les gommettes. Les gommettes. Les gommettes, passion gommette. toujours. Et du coup, le genre, ouais, parce que... Alors là, on va je dirais. plutôt parler de ces deux-là, je pense. Hein. Ouais, complètement. Et peut-être même plus encore de celui-là, enfin au niveau celui-là, donc il est sorti. Donc l'été circulaire, je ne sais pas si vous le voyez bien dans le chat, vous faites signe si voilà. Ouais, ça y est, la petite caméra si, elle est là, ça y est. voilà. Hop. Celui-là, donc c'est mon premier roman qui est sorti en adulte, donc chez Albin Michel, et il est sorti en roman noir. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas exactement chez Albin la classification roman noir, donc il est passé en polar. C'est ça, il n'y avait pas une collection particulière. Non, noire, c'était du polar. Or, en fait, c'est pas exactement un polar. Donc, il a reçu effectivement des prix du polar, le Grand Prix de littérature policière, ça, le prix SNCF, prix Polar SNCF. aussi, le mot est dedans aussi. Ouais. Et il a aussi été sélectionné en Angleterre sur un prix qui, je crois, est aussi associé au polar. Et donc voilà. Donc ça crée, ça crée une attente ou une forme de promesse pour un public qui le découvrirait via ces prix-là. Et je pense aussi pour des lecteurs qui ne savent pas exactement ce que c'est du roman noir et qui font peut-être un amalgame, ce qui est normal puisqu'au départ, il y avait le polar historiquement et il y a eu une espèce c'est pas une scission je dirais, mais ça s'est ouvert en fait. Le genre polar s'est aussi diversifié. On n'était plus forcément dans une enquête avec des flics, avec un meurtre au début, avec voilà. Il y a toute une histoire du polar que je ne peux pas raconter là, mais qui est passionnante. Sauf si vous êtes intéressé, dites-le dans le chat. Mais en plus, je ne suis pas la mieux placée. Il faudrait demander ça à des éditeurs du polar ou à des qui portent l'histoire du polar. Et moi-même, en plus, j'ai été au niveau de mon histoire littéraire, c'est-à-dire des gens que j'ai aimés, des gens qui m'ont inspiré. Tes influences et tout. Il y a des auteurs de polar que j'ai appréciés, j'ai même eu des claques littéraires avec le polar, mais ça n'est pas mon genre prédilection. C'était pas une évidence pour moi au départ d'écrire. Donc, en revanche, ce que j'aime dans le polar et donc dans le roman noir, c'est l'aspect critique social. C'est-à-dire, on va utiliser un meurtre ou quelque chose de difficile, hors la loi, de délictueux, pour aborder une question de société et creuser un petit peu l'air de pas y toucher à partir de ce fil-là, parler de faire une critique sociale. Et c'est le cas de l'été circulaire, puisque on est dans un petit village du midi de la France. Dans un milieu modeste, dans une famille un peu dysfonctionnelle, avec un père immigré espagnol, lui-même victime d'un certain racisme. C'est ça qui a longtemps. Un passé aussi... Complètement. Et il n'a pas digéré... Et la société lui renvoie aussi qu'il est toujours un étranger, clairement. Et il a 2 filles, et la plus âgée, qui a 16 ans, Céline, rentre à la maison enceinte et ne veut pas dire de qui. Donc à partir de là, lui va monter en colère, en tension. Disons que le mystère, l'aspect est là, sur le côté... Et sur comment est-ce qu'il va laver l'honneur quand même. Il y a aussi un peu cette question-là. Voilà. Mais là, pareil, on a 2 ados. Parce que je ne peux pas m'en empêcher. Les voilà de nouveau. Les gens qui t'avaient lu au début avaient raison, effectivement, t'en mets beaucoup. Non, c'est vrai, j'en mets beaucoup. Et dans Vanda, alors j'ai pas mis d'ado, mais j'ai mis un enfant. Donc, alors Vanda a été il n'a pas été identifié comme polar. Oui, c'est vrai. Dans sa vie médiatique, tout à fait. Il a été librairie, plus ouvert. Il est considéré comme un roman noir, mais dans de la blanche. C'est ça, la fameuse littérature blanche. Je ne sais pas si vous voyez tous. C'est une drôle de catégorie qu'on a peut-être qu'en France. Alors, tout ce qui n'est pas genre polar, qui n'est pas genré, en fait, ce serait la littérature blanche. Comme une sorte de neutralité. C'est ça. On y croit assez peu quand même. Mais voilà, attention à la neutralité, l'universalisme, tout ça.
Et donc, En alors, tout cas, celui-là- du coup, ça lui a permis peut-être aussi d'avoir, de Oui. s'adresser à plus de monde aussi. Oui, mais alors là, lui, il s'est pris une autre claque qui est le confinement, le premier. Ah, c'était sorti, Eh oui. j'avais pas fait le lien, Oui, ça oui. c'était sorti quand? En fait, il est sorti, Vanda, une semaine avant le premier confinement. Donc, Ah c'est un peu mon petit sacrifice. Alors, pas totalement, Ouais, parce que j'ai une... parce qu'il n'a pas pu avoir la vie qu'il... Il a eu une super presse, mais on était tous Ben oui. enfermés. Mais oui, parce que moi, je me souviens l'avoir vu passer, parce que j'ai continué à travailler sur mes réseaux sociaux, Oui. mais du coup, dans les Bah oui, librairies, mais quand il on a peut pas pas eu- aller en librairie, voilà. ça prestige. Donc il fait quand même sa vie. Il Mm-mm. vient de sortir en livre de poche. Donc du coup, Oui, je pense c'est ça. qu'il va avoir une Un deuxième nouveau, vie, un nouveau souffle. il a été lu par les libraires, donc Complètement. voilà, oui, il va oui, pouvoir a- être... Voilà. Donc non, je pense que dans la galère qu'on a vécue lors du premier confinement, je suis loin de faire partie des plus Non, sacrifiés. mais effectivement, il y a eu... mais Benoît Sévrac, pareil, Bah venait oui, de on a- sortir Ouais. son... C'est Tuer le lequel, fils. Tuer le fils qu'il avait sorti. Il venait de Tuer le passer... père Alors non, parce Non. qu'il a fait... Non, c'est bien tuer le fils. Hein. Et, Arthur, est-ce que tu peux nous faire une petite recherche, s'il te plaît, pour ça non, parce que où il y c'était... a les passages en prison. C'est ça. Ah, il est magnifique. C'est ce ça. bouquin. Et ben voilà. Ouais, et ben ouais, lui, super. il est sorti il était sorti Oui, plusieurs j'ai semaines l'impression, avant. parce que Mais il avait eu il avait été à la grande librairie juste avant, vraiment. Oui, il était top d'ailleurs. Et la donc, grande librairie. Ouais, ouais. Benoît Sévrac était plein d'espoir et de se dire, Ouais. voilà, il va pouvoir, c'est chouette, il va avoir une belle belle vie, une belle ouais, vie ouais. et tout. ça a Et été bam, un peu, voilà, pareil. Donc, ah oui, comme quoi, non, mais ça a marqué aussi. Non, oui, l'année, ça nous a pas fait du bien. C'est Mais ça. bon. Donc lui, moins cette étiquette genrée Moi, polar. c'est exactement ça, Tuer le fils, sorti en février 2020. C'est ça, voilà. Février 2020. Parce qu'en fait, ouais. il avait... Le premier. C'est ça. Parce qu'en fait, dans le même temps, il avait sorti un roman plus pour les adolescents où il y avait le mot père dedans. Donc, histoire de d'accord. bien... Oui, oui. Bien nous... le jour où mon père est parti ou quelque chose comme ça. Ah oui, Donc, ça me c'était... parle. Bah voilà, lui il est sorti en février, moi je suis sortie en mars. Ça a été super. Ah ouais, donc c'était encore pire. Ok, donc Voilà, ouais. mais bon, mais je suis contente parce qu'il vient de sortir au livre de poche, donc je pense qu'il va faire une nouvelle vie. Et du coup, tant que tu y es, est-ce que toi tu veux... On cause un petit peu de lui sur le pitch de départ ou... Ah ben, on peut en parler, Ouais. d'autant qu'on peut même Parce faire que un lien sur le... Ouais, avec l'aspect, Sang Foi Ni Loi. Ah ah. Parce que je les ai écrits l'un après l'autre. Oui. J'ai écrit d'abord Sans Foi ni Sang Foi Ni Loi et ensuite Vanda. Et donc il y en a un qui est en jeunesse, un qui est en adulte. Et du coup ça fait le lien avec ce qu'on disait au départ parce que j'étais sur une problématique commune en fait, qui était vraiment ce que la société attend des femmes. Et des mères surtout, voilà, puisque on a là deux figures de mères très différentes. Là, on est dans un western, on est en 1920 aux États-Unis, et on a une hors-la-loi qui décide de vivre, comme elle l'entend, et effectivement un peu comme un homme. Hein. Par la force des choses comme un homme, mais c'est ce qu'elle veut par-dessus tout, c'est la liberté, clairement. Et elle se sent pas de s'occuper de sa fille, elle sent que c'est pas fait pour elle, voilà, et donc elle a confié sa fille à une amie. Et bon, je vais pas raconter la fin, ce serait dommage, mais en gros, la société à un moment donné ne supporte pas qu'elle ait cette vie-là. Bon, en plus du fait qu'elle c'est quand même une braqueuse, donc elle est. Par ailleurs, elle porte les armes, et voilà, bon. Voilà. Ça... et alors que dans Vanda, on a une autre aussi. figure de mère qui, elle, pour le coup, là où on pourrait reprocher à Abstenson de ne pas aimer assez, elle l'aime un peu trop. Parce que c'est jamais bien. Voilà, on n'est jamais elle correct. est dans un amour assez dévorant, elle laisse assez peu de place aux autres dans sa relation fusionnelle avec son fils. Et elle est dans une situation sociale un peu... Elle est mère célibataire aussi. Elle est mère célibataire, tout ouais. ça. Et ça ne va pas non plus. C'est-à-dire que la société lui renvoie aussi que ça ne va pas. Et donc, je pense que cette question, l'injonction faite aux mères, a traversé les deux romans, alors de façon très différente. Et comme on disait tout à l'heure, moi, mon idée, c'est pas non plus de mettre un gros message. Oui. Tu as utilisé l'expression tout à l'heure, l'air de rien. Et effectivement, je trouve que ça correspond bien à ce que... Tu fais, voilà, c'est pas des romans à message comme avec des gros sabots, c'est pas du tout ça. Mais non, c'est l'air de rien, ça correspond bien à une partie de ce que tu racontes. Et oui, et quand quand tu te sers c'est presque en douce, quoi. C'est presque en contrebande, mais il y a l'idée de raconter une histoire. Et à partir du moment où tu racontes une histoire, tu es pas sur du message, tu développes ton personnage, des scènes, c'est ça, tout comme ça, tu le disais, les personnages sont importants, donc c'est eux un peu qui drivent
Oui, et des scènes, des choses qui se passent, quoi. Donc du coup, voilà, on est moins dans du gros message. Enfin, je l'espère en tout cas. Même s'il y a des choses qui transparaissent. Mais c'est ce que j'expliquais aux jeunes hier. À un moment, il y en a un qui m'a posé cette question. Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous voulez mettre des messages ou quoi? Non, moi, je veux pas mettre de messages parce que je supporte pas les bouquins qui ont un côté, les bouquins moralisateurs. Et puis moi, j'ai pas envie de balancer une espèce de vérité comme ça. En revanche, j'écris ce que je suis. Donc forcément, il y a des choses qui passent de ce que je suis, de mes réflexions, de mes colères, des choses qui me révoltent, des choses que je voudrais aussi faire avancer. Et je trouve que la littérature est un bon moyen de faire avancer les choses. Toutes les thématiques sociales dont on parlait sur l'étiquette genre, noir, oui, là, on sent que ça transparaît. Moi, à t'avoir écouté après, du coup, avec les enfants dans les classes, quelques jours auparavant, on comprend mieux aussi avec le fait que tu étais éducatrice spécialisée. Oui. On sent bien que ça nourrit d'une manière ou d'une autre, à un niveau plus ou moins conscient, effectivement, au moins l'amour des histoires et de ces sujets-là. Et l'amour pour les personnages, du coup. C'est ça. Ouais. Et à mon sens, une absence de jugement de mes personnages. Et aussi un goût pour les personnages ambivalents. Parce que ça crée de la nuance, parce que c'est, à mon sens, beaucoup plus intéressant d'avoir des personnages qui soient pas... on n'a pas des gentils, des méchants, quoi. Alors ça, parfois, en jeunesse, c'est pas évident. Parce que les jeunes, les personnages trop ambivalents, ils ont du mal. Ils aiment bien pouvoir aimer pleinement un personnage. Et je me souviens un peu dans le même esprit que ce que je racontais dans Sans foi ni loi, dans le désordre. C'est une bande de 7 personnages. Et à l'intérieur, il y en a un qui est super, on l'adore, c'est un immigré italien. Il a la quarantaine, il est un peu plus âgé que les autres personnages, sont plus jeunes. Et à un moment du roman, on découvre qu'il a eu un fils et qu'il s'en est pas du tout occupé. Et là, on le découvre en même temps que l'héroïne, qui est un petit peu choquée, en fait. Elle a du mal avec ça. Et les jeunes en rencontre, ça passait pas, quoi. Ils me disaient, ouais, mais quand même... ils disaient, bah ouais, mais la vie, des fois, il y a des choses qui se passent. C'est assez rare d'avoir... Et c'est comme s'ils avaient été arnaqués parce que le mais était sympa et d'un coup, ils réalisaient qu'ils s'y étaient attachés, alors que quand même, là, il n'avait pas assuré. C'est ça, oui, les auteurs, fait des trucs, fois, des fois, c'est des petits trolls qui viennent... mais je vois bien, effectivement, cette réaction qu'il peut y avoir aussi chez les adolescents. Pareil, quand c'est quand on joue... Alors, la question se pose peut-être moins pour tes romans, encore que non, sur le côté rapport à la fiction et la réalité. Est-ce que c'est raconter une histoire vraie ou pas? Et j'ai eu beaucoup de réactions comme ça de déception quand je présentais des romans ah oui, mais en fait, ça s'est pas passé. Enfin, la personne, elle n'existe pas, donc je me suis attachée pour rien, quelque part, ou pareil, j'ai l'impression d'avoir été un peu trompée. Ça, c'est... Et ça, on a ça chez certains jeunes, mais aussi chez certains adultes. Je crois qu'il y a un goût aussi pour le témoignage, l'histoire vraie, complètement. L'histoire vécue, c'est ça. Et ce qui est fou d'ailleurs pour moi, parce que je trouve ça bien plus intéressant et bien plus riche d'inventer une histoire que d'être juste dans du récit de quelque chose qui existait, quoi. Enfin voilà, c'est... Effectivement, c'est quelque chose d'assez récurrent, qui revient souvent. Et du coup, je pensais... je l'ai pris en main parce que quand tu as sorti sur tes personnages ambigus, comme on a parlé Vanda, je me dis qu'on peut aussi enchaîner avec le plus récent aussi, Plein Gris. C'est mon dernier et tout. C'est ça, c'est le dernier... qui est là, empruntez la médiathèque, achetez-le en librairie, puisqu'on peut y aller à présent. On est aussi, alors oui, déjà qu'on commence in media res, comme on dit dans le cours de littérature, donc c'est-à-dire vraiment en plein dans l'action. Tu veux... tu me dis, non. En gros, le premier paragraphe même, c'est un corps qui remonte à la surface près d'un voilier. Sur ce voilier, on a alors du coup 4 personnages adolescents et grands adolescents. C'est ça, en terminale. parce qu'ils font la voile depuis l'enfance. C'est ça. Sans adultes à bord. Et surtout, on apprend que le corps qui remonte à la surface, c'était l'un des leurs. C'était quelqu'un qui était sur le bateau avec eux il y a encore quelques minutes. On ne sait pas trop ce qui s'est passé.
Donc là, on sent du coup une dimension éventuellement polar, pas forcément, mais il y a thriller, plutôt. Ouais. En fait, là, on va remonter. Il y a 2 axes de récit. Il y a l'axe de on remonte en arrière pour savoir comment on en est arrivé là. Donc là, on va repartir dans leur enfance, comment ils sont devenus amis, toute l'histoire de leur amitié. Ils se sont rencontrés, on va les suivre aussi sur le début du voyage, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont partis à un moment, le voyage en Irlande, le retour, puisque ça se passe, le premier chapitre se passe sur le retour entre l'Allemagne, moi n'importe quoi. C'est compliqué, entre l'Irlande et la Bretagne. Ouais. Et en parallèle, on va avoir la tempête qui leur arrive dessus, et une tempête pas des moindres, avec une radio qui marche plus. Et donc un vrai danger. Une tension de survie, très clairement, de est-ce qu'ils vont survivre ou pas. Voilà. Donc c'est ça, il y a à la fois le présent qui n'est pas tout rose, et petit à petit, pour le lecteur en tout cas, cette plongée... Et aussi sur... du coup, pour moi, les 2 axes, c'est aussi l'analyse de ce jeune homme qui est noyé dès le départ, donc Clarence. Comment on va voir l'histoire de son amitié avec Emma et les autres personnages. On va aussi se rendre compte que ce personnage, dont elle était très amoureuse, était quelqu'un d'assez toxique, en fait. C'est donc, ça, il est charismatique au début. C'est ça, c'est un charismatique toxique, donc au début, on se dit c'est terrible que l'un d'entre eux soit mort, et puis plus on avance, c'est plus compliqué. Effectivement, ça se nuance, et donc c'est pour ça que ça m'a tout de suite fait penser quand tu disais que tu aimes les personnages aussi ambigus, et pas être dans la... Justement, le fait de ne pas avoir ton message moralisateur te permet aussi d'avoir des personnages vraiment complexes et pas forcément d'un monolithique, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette, je vous encourage. Alors, je remarque dans mes petites notes, on a parlé du genre, on a parlé des étiquettes adultes, etc. Ah oui, il y avait sur la notion du style et de éventuellement ton processus d'écriture. Oui. Alors, c'est 2 trucs. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. Choisis ton camp, Laura. Mais je peux faire les 2. Pourquoi choisir? C'est vrai, on a le temps en plus, on a encore le temps devant nous. Donc, alors, le processus, c'est qu'au départ, j'ai une idée qui peut être ou une scène, souvent c'est une scène, ou un personnage qui va émerger. Et maintenant, ça fait un moment déjà, depuis le premier où j'ai vraiment galéré, je m'interdis d'écrire tant que j'ai pas à minima une structure et une direction, c'est-à-dire que j'ai mon histoire. Il va y avoir plein de choses qui vont bouger au milieu, mais j'ai un squelette et j'ai une histoire un peu complète, parce qu'en fait c'est plus facile d'avoir des idées de début d'histoire que d'avoir une histoire complète avec une fin. Et si on a une bonne histoire avec une fin qui pourrit, ça perd tout son sens, quoi. Voilà, faut vraiment avoir, je trouve, une espèce de tenir jusqu'au bout. Bout. Et je me suis rendu compte aussi que souvent, quand je savais où j'allais, ça impulsait des choses dans le récit et qui évitait, quand on est trop dans le flou, de devoir repartir en arrière et se dire là c'est pas juste, et de devoir réécrire des pans entiers d'accord. Voilà, et d'avoir de se rendre compte qu'on n'avait pas une certaine justesse au début du récit. Oui. Donc maintenant, j'essaie d'avoir bien avancé dans ma structure avant de me mettre au travail. Alors, c'est pas non plus un chapitrage hyper carré. Je suis pas assez, je suis pas assez carré dans ma tête pour ça. Mais parfois, ça m'arrive d'essayer. Et entre autres, sur les bouquins qui sont plus tendus. Et par exemple, Plein Gris. Oui. J'ai essayé quand même de faire ça parce que je me disais, il y a des éléments, c'est important qu'ils arrivent à ce moment-là par rapport à tel autre. Avant oui, effectivement, l'ordre d'apparition des informations qu'on donne au lecteur, là, pouvait compter un peu plus que dans d'autres. Alors des fois, ça se fait de façon un peu instinctive, un peu évidente, et puis des fois, pour peu qu'on ait fait une pause et qu'on n'ait pas écrit pendant une semaine ou que... c'est plus compliqué, donc du coup, là, j'ai essayé d'avoir vraiment un truc un peu... alors, pas avec tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur, mais avec, dans ce chapitre, il faut que cet élément apparaisse. Voilà, des choses comme ça. Un petit fil de fer. Donc, plutôt architecte que jardinier. Selon la... Je sais pas si tout le monde voit cette espèce de...
de séparation. Je ne sais plus quel auteur avait Je sorti connais ça. pas ça. C'est les anglo-saxons. Hein. C'était un auteur anglophone, c'était Stephen King ou J.R.R. Martin. Je veux bien. Arthur est en train de pianoter, je l'entends, pour aller vérifier. C'est assez schématique, donc je pense que la plupart des auteurs vont se dire, mais entre architecte qui sait où il va et le jardinier qui laisse pousser organiquement son histoire et ses personnages. Pour moi, je suis jardinière avant l'écriture, avant de me mettre à écrire. Oui, pour l'idée, d'accord. Voilà, avec des prises de notes, des moments où je rêvasse en prenant le train, où je... Oui, c'est nécessaire. Voilà, et le moment où je me mets à écrire, là, on est plus dans l'architecture, Et oui, mais non, parce que je rêvasse, mais je prends des notes aussi pour... c'est pour ça que je dis qu'en fait, une fois qu'on a entendu cette citation, on dit, ah oui, mais en fait, ils ont les deux, peut-être pas au même moment. Voilà, mais cela dit, moi, franchement, je trouve que les anglo-saxons, ils ont quelque chose que nous, on n'a pas du tout. C'est que nous, je trouve, alors ça bouge un peu, mais il y a vraiment cette idée de l'écrivain qui... Enfin, c'est magique, quoi. Ça lui vient comme ça. Il y a les muses, il y a un côté... l'inspiration. Alors ça, c'est le mot, c'est l'inspiration. Chez les anglo-saxons ou plutôt en France? C'est ça. En France, en gros, il y aurait presque une grâce, ou le génie vient nous visiter, bien sûr. Oui, complètement. Et en gros, on l'a pas, quoi. C'est un peu... on a été élus, quoi. Et je trouve que... Et du coup... Ce qui en découle, c'est que ça se travaille, mais pas vraiment, ou pas avec les autres, ou pas avec de la technique. Donc on a quelques ateliers d'écriture en France, mais on n'a pas du tout de cours d'écriture. Il n'y a pas de cursus quand on veut, alors qu'effectivement... Les anglo-saxons, ça fait des années qu'ils ont... ils travaillent la narration. Mais comme un artisan qui a ses outils et ses techniques, en fait. Oui, qui ont beaucoup plus assumé cet aspect technique de leur métier, complètement. Et ça n'enlève rien au talent, ça n'enlève rien à des états de grâce quand d'un coup l'écriture arrive. Quand, bien sûr que non, mais en revanche, voilà, ils assument des outils. Et y compris de travailler avec des réflexions sur le scénario. Le scénario, c'est hyper intéressant, ça amène plein de choses sur la façon de construire une histoire et de la construire le plus palpitant possible. Avec un but de vraiment une entrée de maintenir l'attention. Et je trouve que c'est en France, on garde vraiment une image très c'est presque un peu vulgaire mais bien sûr, on va surtout pas parler de technique. Ça reste très romantique, quoi. Vraiment très romantique. On met pas les mains dans le cambouis, on garde. C'est très éthéré, l'auteur chez lui seul. Et on se prive d'outils. Et en plus de ça, ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher tout seul. Et moi, j'ai l'impression, ça isole beaucoup, en fait. J'ai l'impression que la façon de construire un récit et d'être un petit peu de travailler mes fins de chapitre pour être... voilà. Et bien, tout ça, je l'ai fait toute seule. À un moment, je me suis dit, allez, tu vas aller... Alors qu'en fait, c'est ça, rien n'empêchait de... Mais il n'y a pas l'écosystème, disons, qui t'aurait permis d'aller chercher cette aide. C'est très intéressant parce que du coup, ça m'amène à un sujet que je voulais aborder peut-être en fin, mais que le corollaire de dire en France que l'auteur est visité par les muses et qui fait ça aussi par passion, c'est de ne pas avoir de... Puisque ce n'est pas un artisan, un professionnel avec des outils, c'est pas grave s'il n'a pas de syndicat ou de représentation. On va pas trop le payer. C'est ça, il n'a pas vraiment des droits, il fait ça par passion. Ça va, déjà, ils ont un beau bouquin papier à la fin. Donc, le métier passion, ça c'est un truc... J'imagine que ça, tu as dû... Alors ça revient beaucoup, et d'ailleurs c'est marrant parce que souvent dans les rencontres scolaires, les jeunes posent la question, toujours à un moment, de comment vous êtes payé, comment vous gagnez votre vie, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent et ça arrive aussi parfois que les profs, alors pas toujours, mais certains disent ah non mais ça on avait dit qu'on ne posait pas cette question-là, elle est là pour parler littérature et oui, non mais je parle trop. Attention à pas trop taper sur la table. Ah oui, c'est vrai, on a notre micro. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. Oui. Ouais, c'est ça parle beaucoup avec les mains. Ah oui, donc il ne fallait pas aborder cette question-là, alors que ça revient. Je vois pourquoi dans ces cas-là, les documentalistes disent ça ou les profs, c'est un petit peu l'embêtez pas. Non, et puis c'est ce que tu n'as pas d'autres questions à poser qui vont être plus sur la littérature plutôt que sur l'argent. Mais c'est quelque chose qui s'adresse plus aux jeunes en lui-même, en disant intéresse-toi à autre chose qu'à l'argent. Mais quand cette question arrive, je dis non, mais c'est une très bonne question. Tu l'évacues pas, pas du tout, parce que je trouve que c'est hyper intéressant que les jeunes soient au courant et sachent comment on gagne notre vie, qu'on la gagne pas bien,
que c'est compliqué, qu'on a des pourcentages qui sont extrêmement bas. C'est vrai que tu as fait l'exercice plusieurs fois de... Alors, à votre avis, un livre, 16 € en librairie, combien touche l'auteur? Ça, c'est... Voilà. À tous les coups... à tous les coups, je veux bien les droits ils sont très généreux avec les auteurs. Et donc, oui, moi, je trouve que c'est intéressant. Alors, ça permet aussi d'aborder avec eux la question de... oui, on fait aussi des métiers qui, parfois, rapportent moins, mais qui nous éclatent. Bon, ça, qui est assumé. Donc, moi, j'assume le métier passion en soi, oui, pourquoi pas. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas un travail. C'est ça. Voilà. Ouais. Et oui, c'est un travail. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et on est mal barré, puisque donc... moi, j'ai découvert il y a quelques jours que il y a 2 jours. Le rapport Racine vient d'être enterré, ce qui est quand même une catastrophe. Ça fait peur à beaucoup d'auteurs. Alors, je ne sais pas si tout le monde... le rapport Racine, vous pourrez chercher après. C'était un rapport qui avait été commandé par le ministère de la Culture il y a au moins 5 ans. Hein, je pense qu'il est déjà... Et qui était pour faire un état des lieux de, justement, qu'est-ce qui... dans les milieux de la création, notamment littéraire, mais aussi scénaristique, enfin voilà, c'était assez large. Comment sont répartis les droits, les tâches, faire un état des lieux, parce que voilà, il y avait des associations de professionnels qui faisaient remonter des soucis, parce que les auteurs avaient du mal à vivre correctement. Et donc le rapport avait été plutôt bien accueilli du côté des auteurs pour dire ça correspond fidèlement à ce qu'on vit, ça dit bien nos problèmes, nos revendications, c'est honnête. Et il y avait des propositions. Et voilà, il y avait un espoir là aussi, ça posait des jalons. Et puis là, je ne sais plus, c'est sans doute aussi de nouveau le ministère de la Culture qui là met de côté ce rapport, et depuis, donc c'est dans l'actualité, donc c'est pour ça que j'en parle. Vous pourrez aller voir sur le site de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse ou la Ligue des auteurs. Ça fait du bruit dans le milieu, disons. Ah oui, du coup, là, il y a des démissions. Oui, c'est ça, voilà. Il y a du mélodrama, allez-y si vous... Non, mais oui, mais il y a de quoi. Mais parce qu'il y a la vie des gens derrière et leur travail, donc c'est pas... Oui, non, c'est pas... Non, et c'est effectivement pas simple de vivre de sa plume. La plupart des auteurs multiplient les jobs à côté. C'est ça, il faut que les gens aient bien en tête que oui, c'est à part quelques auteurs en France, c'est rare d'en faire le... Et que c'est important, c'est pas parce qu'on fait un métier qu'on aime qu'on ne doit pas être payé pour le faire, en fait, à peu près c'est sûr. Quoi. Alors je remonte dans la liste parce que je vois que architecte ou jardinier... Chili con Carnot nous dit que c'était... Antoine, qui nous confirme, c'était J.R.R. Martin qui avait fait cette analogie. J'ai toujours clamé haut et fort qu'il existe 2 sortes d'auteurs. En simplifiant, il y a les architectes et les jardiniers. Les architectes créent des plans avant même d'enfoncer le premier clou. Ils conçoivent toute la maison, l'emplacement, le tuyau. Le nombre de chambres, la hauteur du toit, ils ont tout pris, contrairement des jardiniers. Lesquels estiment qu'il suffit de creuser un trou et de semer la graine pour voir ce qui arrive. Ouais, c'est un peu schématique. C'est ça. Mais je... D'ailleurs, Chili con Carnot dit c'est une drôle de vision du travail de jardinier quand même. Il n'a pas dû jardiner beaucoup dans sa vie. Et je dirais que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans la passivité avec le jardinage. Non. Mais je dirais que moi j'ai fait la jardinière peut-être avec Frangine. Le tout premier. Et que ça a été... trop douloureux. Merdier. Après, il fallait que je... C'était pas douloureux, c'est juste que ça a été un boulot de puzzle ensuite incroyable, parce que j'avais pas pensé la structure avant suffisamment bien, et que du coup voilà, j'ai eu tout un avec des passages que j'ai réécrits. Il passé le sécateur, c'est ça. Et du coup je me suis dit ok, le côté si tu fais des plans avant, c'est quand même ça va te simplifier un peu la vie. Même si ça bouge après. Au moins, on a une structure. Oui, c'est ça n'empêche pas. Ça ne veut pas dire qu'on s'y tient. Mais on a ce support qui permet de démarrer et de ne pas partir complètement dans les étoiles. Et du coup, on peut peut-être enchaîner sur le style, puisqu'on avait testé plus sur le processus d'écriture. Tout à fait. Alors après, j'ai pas tout à fait fini sur le processus. Non, mais parce que je savais plus d'où on était parti. Hein, donc, non, mais puis faut me dire, moi, j'ai tendance à sauter d'un. Sur le processus, en fait, en gros, je t'ai parlé d'avant. Et ensuite, une fois que je m'y mets, j'ai une période où j'essaie d'écrire chaque jour. Alors là, pour le coup, c'est le moment discipline. Je suis pas hyper forte en discipline.
Là, je pense que je partage ça avec beaucoup d'auteurs. C'est en général le moment où on a nos apparts les plus propres. Parce que soudain, on a envie de faire le ménage. Très, très envie, parce qu'on n'arrive pas à se mettre tous les jours. Mais voilà, moi, c'est le moment où je vais me dire, tu fais tant de signes par jour et tu quittes pas ton ordi Tu tant te que donnes tu n'as pas un écrit objectif. tant de signes. Voilà, je vais un petit peu et voire même noter des jours et me dire, et me mettre des fausses deadlines dans ma tête. Oui, La fausse deadline. essayer de tromper son propre cerveau. Oui, c'est voilà, vrai en que c'est disant ça. tu dois avoir fini pour telle date. Enfin Alors voilà, qu'en d'avoir fait, alors qu'en fait, Oui. je suis large, T'as- mais ça permet Ouais. de rien lâcher, de s'y mettre. Et une fois que la première version est terminée, Mhm. donc le bloc, c'est le moment du retravail. Oui. Voilà. Et là, j'adore. Enfin, c'est-à-dire Ah que, oui. parce qu'en fait, il y a la tranquillité d'avoir Fait le plus gros. fait le plus gros et de se dire, ça va exister. Ah oui, ça Voilà. y est, ça, Ça, oui, il ça va a déjà une exister. forme en plus. Voilà. c'est- Donc maintenant, je vais me mettre au travail, mais beaucoup plus apaisé. Il n'y a pas cette tension de est-ce que je Faut vais que je arriver au sorte bout, est-ce que je ça vais de arriver, moi, est-ce que je vais ouais. arriver jusqu'au bout, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout. Ok. Là, je suis arrivée jusqu'au bout et puis on va le rendre plus beau. On va le rendre fignoler, meilleur, on va le ouais, voilà. ok. Ah oui. Et c'est aussi le moment où je le donne à voir. C'est ça, j'étais me demandé si là, il y avait Ouais. des bêta-lecteurs qui commençaient à Ouais. apparaître Alors dans pas ce moment-là. énormément, pas énormément. C'est en général c'est mon éditeur. Ouais. Depuis quelques années, une personne proche de moi précise qui va le lire en même temps que mon éditeur ou mon éditrice parce que j'ai une Oui, c'est ça, éditrice chez Albin. Et du coup là les premiers retours et qui sont toujours super enrichissants parce que un éditeur c'est pas juste un marchand de livres, c'est vraiment il y a un vrai travail de collaboration, Un accompagnement. un accompagnement. C'est quelqu'un avec qui on est en confiance, qui peut à la fois nous faire des retours qui peuvent parfois être un peu radicaux. En général, ils sont plutôt délicats, ils font pas ça à la truelle, mais et qu'on va écouter attentivement parce que on sait que voilà, c'est ce qu'ils vont nous amener est forcément intéressant, qu'on soit d'accord ou pas. Ça peut arriver parfois après sur des petits détails qu'on soit pas forcément d'accord, mais Tu te tiens un choix que tu as fait en disant en conscience, en disant oui effectivement. Mais très souvent, j'ai pas de souvenir de quelque chose où je me suis dit là je lâche rien. Et où en face, l'éditeur ou l'éditrice me disait non mais là vraiment sur ces positions voilà. aussi, non, il y a pas, c'est pas aussi pas du tout, pas tranché que ça quoi. Et donc c'est plutôt agréable, c'est aussi un moment agréable. Et, voilà. Et donc pour le, je crois que j'ai fini sur la non mais prends ton temps. Et sur le style, oui c'est super important parce que, on dit le style, mais moi j'aime bien dire la langue. La langue parce que... Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus. Donc oui, tu as raison. Non, mais on appelle ça dire, aussi le style, c'est pas... Mais de ma place à moi, j'appelle ça la langue. Je peux parler de style quand je dis un bouquin, interchangeable, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu autour des mots. Enfin, c'est pas qu'un jeu d'ailleurs, c'est vraiment... c'est essayer de dire... Moi, ce que je trouve fascinant, par exemple, on se retrouve face à... On peut faire l'expérience même avec des jeunes ou des moins jeunes, mais on leur raconte une même histoire toute petite et on leur dit voilà, chacun raconte cette histoire-là à sa façon et on va avoir 10 textes différents. Oui. Voilà, c'est avec la même histoire. Et puis un même nombre de mots. Assister à une scène, ils vont jamais raconter la même chose. Et pas avec les mêmes mots, ils vont pas faire les mêmes choix. De ponctuation, de longueur, de tout, de cadence, quoi. Complètement. C'est un rythme, et moi j'adore ça. J'adore être dans cette recherche aussi d'essayer de trouver des formes qui soient singulières, mais pas toujours, parce que si on fait que du singulier, ça devient chiant. Donc ça rend la lecture plus... Il y a quelque chose de plus... qui devient exercice de style. C'est ça, voilà. Puis ça a une exigence supplémentaire du lecteur, donc ça peut être voulu, ça peut être recherché, mais faut le savoir. Quoi, voilà, moi j'aime bien aussi qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire que ça passe l'air de rien toujours. Tout à fait, qu'il y ait du travail, mais que la personne qui lit se dise pas « Ouh là là, elle a bossé ». Et elle le montre. Et elle le montre. On en connaît des écrivains comme ça. C'est vraiment un style très beau et qu'on ne peut que célébrer, mais on se dit... on sent le travail derrière qu'il l'a fignolé. Enfin, non pas que tu n'es pas fignolé pour toi, mais effectivement,
à la fois, enfin là, Arthur pourra parler aussi parce que c'est lui qui a lu le plus tes œuvres adultes, mais tu as à la fois la bonne formule, la bonne formulation poétique, et en même temps, ça n'a pas un coup pour nous de difficulté. Ça, alors, du coup, il fait le lien entre le léger différé qu'il a, lui, en direct, et là, donc je pense qu'il lui faut 2 secondes. Actualiser un petit peu. C'est ça. Non, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, notamment Marion, quand tu disais qu'en fait ça doit paraître fluide, mais ça aussi c'est super dur à faire en fait. Enfin, prendre du plaisir à lire un texte et se rendre compte limite après coup de la langue et du travail sur la langue, c'est un bel effort et c'est ça aussi qui fait que c'est une belle langue justement, un beau style, un livre qu'on apprécie, quoi. C'est ça, quand on le refait, c'est comme un sportif qui fait un geste technique, t'as l'impression que tu pourrais le faire dans ta c'est cour, ça, quoi. exactement. Et alors que non, ça glisse tout seul quand tu le vois, mais exactement. Ou une bonne traduction, c'est une traduction qui se sent pas normalement, c'est pareil. C'était dans le texte, c'est ça, dans la langue. Et pourtant, il n'y a pas des mots alambiqués. C'est ça, c'est pas. Oui, non, on pourrait pas qualifier ton style comme ça. Mais par contre, tu t'es arrêté, toi, sur certaines extraits, certaines citations. Dans l'été circulaire, oui, j'avais notamment. Du coup, je l'ai pu. Tu me l'avais, si, je l'ai remis. C'était comme l'enfance. Elle s'est débarrassée de son enfance. En début de chapitre, elle mange des amandes. Ouais, c'est ça. Et à la fin. non, c'est pas Vanda. C'est pour dire que c'est passé. Et à la fin, l'enfance, elle est crachée comme des glaires ou quelque chose comme ça. Ça m'avait bien marqué. Mais alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est essayer de créer de la rencontre entre certaines formulations poétiques et d'autres beaucoup plus crues. Je trouve que ça crée un effet que j'aime bien, en fait, j'aime bien parce que je ne saurais pas forcément bien l'expliquer, mais la poésie peut donner un côté un peu lyrique. Oui. Et si on reste sur le lyrisme, hop, on attaque la crème glacée. Et avec quelque chose de cru derrière, je trouve que ça crée un effet d'une autre forme de poésie, en fait. Et la poésie du réel, entre guillemets, même si elle est désespérante ou quoi que ce soit. C'est exactement ça, je trouve. Ça vient complètement... et du coup, ça désacralise aussi quelque part la poésie ou l'écriture, puisque c'est quelque chose que tout le monde peut toucher ou connaît l'expression ou le sens des objets. Et par ailleurs, j'aime énormément la poésie. Je trouve que là, j'ai appris que Jacoté est mort il y a... Oui, c'est ça, là, il y a 2-3 semaines. Oui, il était très vieux, mais quand même, c'est... Et je continue d'en lire. Je continue de me balader des fois avec un recueil de poésie. Je trouve que c'est comme si... pour moi, la poésie, c'est un peu la quintessence de la langue. C'est un peu comme si on avait gardé l'essentiel, en fait. Donc un roman entier de poésie, c'est pas possible. C'est ça. C'est chiant. On en injecte un peu, voilà. Mais la poésie toute seule, ça reste pour moi... un plaisir, Ouais, et à petite dose, parce qu'en fait, c'est presque comme si on avait du pur, en fait. Un petit shoot, en fait. C'est ça, mais tu sais, faut pas faire d'overdose quand elle est très pure, donc il faut y aller mollo. Mais oui, je trouve que ça peut vraiment m'émouvoir très très fort, juste sur la rencontre de quelques mots. De lignes, je vois bien le... Tu distinguais aussi un petit peu la langue du style, en tout cas pour toi c'est la langue, et quand tu lis, pour les autres c'est ce que j'ai essayé de... Et dans l'été circulaire, c'est cette langue aussi qui installe une ambiance, je trouve. C'est pas que les personnages et les relations, l'ambiance elle est aussi vachement installée par ta langue et par ton écriture. Alors la particularité, je pense, de ce que je fais aussi quand, par exemple dans Vanda, l'été circulaire et peut-être d'autres, mais qui ne sont pas là, c'est que j'écris à la troisième personne du singulier. Donc je ne suis pas la première personne du singulier comme Frangine, Sans foi ni loi ou Plein gris, où là on a un héros ou une héroïne qui raconte l'histoire. Un narrateur qui fait partie de l'histoire. Un narrateur qui est dans l'histoire. Dans Vanda et dans l'été circulaire, en fait, on est à la troisième personne du singulier, mais il y a une sorte de focalisation interne. Donc c'est ma langue, mais avec un peu de la voix du personnage. Et parfois au sein d'une même page, on pioche, on passe d'un personnage, ça dépend d'un personnage à un autre dans le même paragraphe presque. Et ça n'est pas ça n'est pas dit, mais je pense que ça fait cet effet de aussi. Je parlais des personnages ambivalents. Par exemple, sur Vanda, il y a des passages où on peut basculer soudain, pour moi, d'un côté, on va dire, du côté de Vanda et à certains moments du côté de Simon.
Et au bout d'un moment, on ne sait plus lequel des deux on a envie de soutenir parce que c'est compliqué, quoi. C'est une situation compliquée. Et voilà. Et donc il y a ce truc-là. Mais donc ça crée aussi de la voix parce que l'été circulaire, par exemple, dans le premier chapitre, on a la langue de Jo, en fait, d'une certaine façon. C'est extérieur, mais il y a quelque chose qui appartient vraiment au personnage de Jo. Ah, puis vous réussissez vraiment, t'en parlais tout à l'heure, excuse-moi, à faire ce retour de force de, on va dire, Manuel dans l'été circulaire, à comprendre pourquoi il est aussi fermé, têtu, violent, parce qu'il est le produit de quelque chose aussi, il vient de quelque part, il a vécu des choses, il est vu par son beau-père, par sa belle famille, etc. Et même si, tu parlais de Vanda, ou même de Ab qui refuse d'élever sa fille, tu réussis vraiment le tour de force, en fait, à nous faire apprécier certains côtés d'un personnage, même si, moralement, on a du mal à être d'accord avec lui. Ouais, tout à fait. Et quelque part, moi, Manuel... alors, il y a des lecteurs, parce qu'à force de rencontrer des lecteurs, je vois bien qu'il y a des lecteurs pour qui... Non, il y a des choses qui sont rédhibitoires. Donc, et tu vas même assez loin, je ne vais pas raconter la fin, mais... Avec d'autres personnages. Manuel et Patrick, par exemple, ils sont associés et il y a des lecteurs qui me disent, moi, je ne peux pas. C'est vraiment... Et la mère aussi. Et je pense que c'est possible que des réflexions autour de la mère aient pu m'amener à ce que j'ai creusé aussi avec Vanda et je n'avais pas réalisé. Mais par exemple, Séverine a été assez unanimement détestée par les lecteurs. Pas tous, mais beaucoup. Pourtant, c'est clairement pas elle qui est la plus active. Absolument pas. Elle est plutôt passive, c'est un personnage qui... mais sauf que c'est la mère. Oui. Et qu'en fait, c'est insupportable. Et il y a une injonction, du coup... c'est insupportable qu'elle ne s'occupe pas plus de ses filles, etc. Alors que le père qui leur colle des torgnoles, c'est pas bien. Mais bon... Et qui recherche le père, etc. Et qui est vraiment, du coup, dans l'action et l'énervement. C'était vraiment... moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, en tout cas. Merci. Circulaire. C'est un très beau roman noir. Merci. Et j'aime beaucoup en plus, moi, quand quelqu'un a su apprécier mes personnages, même pourris. Même mes personnages de salauds, en fait, clairement. C'est plus dur. C'est c'est rare. que je me dis, là, j'ai réussi un truc. Ouais, effectivement, c'est rare aussi même pour les polars en général, où l'attente est... J'imagine que les gens qui lisent beaucoup de polars, je sais pas, tiens, je serais curieuse d'avoir votre avis, attendent d'avoir un vrai méchant. Qu'on peut détester ou pas. Alors mais roman noir, là, on est obligé d'avoir la nuance. Mon roman noir, c'est un roman manichéen. Mais je pense que dans le polar, alors plus encore dans le thriller, souvent il y a, pas tous, mais dans le genre thriller, il y a souvent l'image du monstre. Oui, c'est ça, voilà. Et l'image du monstre, finalement, c'est quelque chose d'assez rassurant. Parce que y a un monstre qui menace la société, qui menace l'ordre des choses. Mais il ne fait pas partie de l'humanité. Il ne fait pas partie de l'humanité. Et à la fin, il est en général arrêté, identifié. Ça permet de le haïr. Ça permet, c'est rassurant quelque part. C'est complètement rassurant. Et ensuite, à la fin du thriller, la particularité, c'est que les choses reviennent à la normale. Alors, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. C'est plutôt qu'il y ait une transformation. Alors, attention, je dis pas que tous les thrillers sont comme ça. Mais voilà, je crois dans les thrillers, dans les gros thrillers là, qui trillent bien et qui ont beaucoup de succès, il y a ce truc de rassurant, je pense, du monstre. C'est vrai. Qui, comme tu disais, qui ne fait pas partie de l'humanité. Et du coup, une fois qu'il a été retiré de l'équation, on peut reprendre la vie comme avant. Alors qu'effectivement, moi, ça m'intéresse de parler des monstres ordinaires. C'est-à-dire que ce n'est pas des monstres, c'est des salauds qui, par la force des choses, par leur histoire, par le fait qu'ils ont été humiliés, par les circonstances, en fait, vont devenir meurtriers, vont devenir... violent, Et on ne peut pas reprendre la vie d'avant non plus. On peut pas c'est intéressant. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé. Ici, ce sont des salauds aussi parce qu'ils ont commis. Voilà, il faut aller jusqu'au bout des conséquences des. C'était intéressant. Mais du coup, pour enchaîner sur le style, tu as annoncé aux collégiens, aux lycéens que tu avais quelques adaptations potentielles de tes romans, quelques-uns de tes romans. Et après, ce sera l'occasion d'en parler plus en général. Mais moi, je me suis dit, du coup, tout ce qu'on vient de dire sur le style,
qu'est-ce que cela va devenir. Alors, si c'est adapté en film, en série, etc. Mais voilà, c'est ma porte d'entrée, disons, là-dessus. Mais effectivement, il y en a. Donc, pour l'instant, il y en a. Alors, Plein Gris. Non, peut-être. On va en parler plus tard, mais ceux où c'est ça, vraiment signé, c'est L'été circulaire et Vanda. Eh bien oui, quand même. Et effectivement, Plein Gris est en chemin. Voilà. C'est pas encore signé, alors je peux pas. Mais alors, c'est vrai que comme je construis beaucoup mes romans en scène, ça a intéressé des réals ou des producteurs parce qu'ils se disaient ouais, ok, ça voilà, il y a une façon de construire les histoires qui est assez cinématographique. Ouais. Les dialogues aussi, les dialogues et beaucoup les scènes. En fait, et quand j'écris, je trouve que tout de suite, si on fait une scène, plutôt que d'être dans la tête du personnage etc., ça permet de... C'est mieux, enfin, ça me plaît mieux. Et je crois aussi que, comme tous les gens de ma génération, j'ai été aussi influencée par l'arrivée des séries, par une façon d'aborder la narration de façon plus tendue. Il y a voilà, j'ai été aussi nourrie par ça. Et effectivement, la langue, on va en perdre forcément quelque chose, sauf à ce qu'elle soit récupérée autrement, je ne sais pas. La réalisatrice, ils sont deux, mais une des deux qui va adapter Vanda me disait justement, c'est un peu mon pari, c'est parce qu'elle aime beaucoup ce que j'écris vraiment, l'écriture. Au-delà de l'histoire et des personnages. Et elle m'a dit comment est-ce que je vais réussir à retranscrire quelque chose de ta langue dans un film. Donc c'était un peu le défi, pari, le défi, je ne sais pas du tout. Et le projet a priori le plus avancé, c'est celui-là. Donc j'espère bientôt lire le scénario. Donc toi, tu as un droit de regard dessus, même si... Pas vraiment. Là, pour le coup, ça dépend des projets. En fait. Ça dépend, c'est vraiment au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. Et L'été circulaire, non, j'ai pas véritablement... Si, au moment du scénario, je peux dire quelque chose, mais... Tu vas pas découvrir le film une fois en salle. Mais ça non, et je le découvre avant. Ça, de toute façon, puisque mon dernier recours, par exemple, si ça ne me plaît pas du tout, et que vraiment ça... Mais oui, parce que... J'ai l'impression d'avoir été trahi. Il y a le droit d'auteur. Mon droit, c'est le titre. Je peux exiger que ce ne soit pas le titre. Et que soit écrit non pas d'après le roman de Marie-Louise, mais une autre formulation adaptée d'eux. Je crois que c'est librement inspiré d'eux. D'accord, le cadre juridique te permet quand même de Mais, et le titre, c'est pas mal parce qu'on se dit, je garde mon titre qui est quand même... en plus, oui. C'est comme ça que je crois, je ne voudrais pas dire d'ânerie, mais je crois que le Vernon Subutex de Virginie Despentes, c'est pour ça que ça s'appelle pas Vernon Subutex, ça s'appelle Vernon. Parce que parce que ça n'a pas les... Elle n'y était pas du tout. Elle s'y retrouvait pas. Et elle s'y retrouvait pas. Ok. Et voilà. Ah oui. Voilà. Alors ça, on n'a pas de... Oui, non, il n'y a aucune... Ah non, au niveau des dates, délai, parce que le cinéma, c'est vraiment... une autre temporalité. C'est une autre temporalité. Alors en même temps, non, parce que l'écriture, c'est long aussi. Oui, ça a son temps aussi. C'est long aussi. Mais en revanche, c'est sur plusieurs étapes. Donc il y a l'écriture du scénario. Oui, il y a beaucoup plus d'intervenants en fait, ensuite, finalement. Ah oui, il y en a plein. Plus et puis ensuite, trouver les financements. Et puis ensuite, hop. Et avant le premier clap, il peut se passer du temps. D'ici là, tu auras réécrit autre chose alors je pense. Mais voilà, j'espère. Après, là, je commence à être un peu impatiente parce qu'on a envie aussi de voir ce que ça va donner. Oui, ça a donné cette impression quand on parlait effectivement aux enfants qu'il y a un peu d'excitation. Ça, c'est sûr. Mais tout en sachant que je peux aussi être déçue, parce qu'une adaptation, pour moi, une bonne adaptation, c'est aussi une bonne trahison. Pareil pour la traduction, effectivement. C'est trop collé, il y a quand même le risque que ça manque de... Ça tombe un peu si c'est... que ce soit finalement collé. Pas... L'homothétie dont nous parlions. Tout à fait. Vous irez chercher la définition du mot homothétie. En gros, voilà. Veut dire, c'est une espèce de copie... telle quelle, sans s'adapter au nouveau support et ce qu'il aurait permis de faire
avec, en l'occurrence, le langage cinématographique. Alors, ça peut y avoir ça, mais c'est surtout apporte autre chose, apporte ta vision. Oui, parce qu'il y a un auteur qui s'ajoute. C'est ça, c'est que bien sûr, le réalisateur ou le scénariste, alors des fois c'est le même et des fois c'est pas le même, ça aussi c'est... Mais il y a quelqu'un qui vient amener son regard d'artiste, donc... Voilà, j'ai envie de dire, fais-toi plaisir, trahis-moi, mais trahis-moi bien, fais-le correctement. C'est quoi, tout ce qu'on demande. Voilà, avec panache. Très bien. Alors, quelle heure est-il ? 17h13, tu vois, on en est à un peu plus d'une heure. Alors, je regarde... Ah oui, non, on était resté toujours à la discussion, et on attend s'il y a des questions, effectivement, avec les quelques... On est combien? Mais non, pas de questions. Peut-être qu'on est seul. Non, on n'est pas seul, mais on n'est pas énormément non plus, mais on doit être... 7 ou 8. Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas nombreux. À mon avis, il y aura plus de questions sur la chaîne YouTube, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si vous voulez pas seul. éviter ça, vous n'êtes pas seul. Merci, Calidon. Pour éviter ça, abonnez-vous à la newsletter de la médiathèque. Comme ça, vous êtes vraiment prévenus en avance et vous ne loupez pas ces occasions manquées. Vous n'êtes pas seul. Mais je n'ai pas de questions. Merci pour ta franchise, Calidon. Non, on a déjà brassé pas mal de choses. Il y avait mon dernier... ma dernière question sur la place du... Oh non, j'allais dire du féminin, quelle horreur comme... Du féminisme, peut-être. Oui, plutôt, voilà, c'est ça, exactement. À la fois dans ta fiction, et puis comment ça se traduit pour toi en tant qu'écrivaine, qu'autrice, etc. Ouais. Mais c'était le dernier ma petite question à moi. Parce que ça me... Voilà, ça... Elle est intéressante, cette question, parce qu'en plus, pendant des années et des années, on aurait dit que le mot féminisme était un gros mot. Tout à fait. Je suis très contente qu'il soit réhabilité. Ouais. Alors moi, j'ai jamais eu de problème à dire que j'étais féministe, mais il y a eu des époques où ça posait plus problème à être entendu, quoi. Enfin, c'était plus problématique. Et effectivement, je pense que ça transparaît aussi dans mes bouquins, clairement. Alors c'est rigolo parce qu'il y a eu un jeune homme hier, un adolescent de 4e, qui m'a demandé pourquoi vous avez des personnages féminins et pourquoi ils agissent comme ça. Et je me disais, alors je lui ai dit en essayant de pas, j'y suis allée en douceur, mais en lui disant, est-ce que si tu avais un auteur homme en face de toi qui écrivait des bouquins avec des personnages masculins, tu lui poserais cette question? Est-ce que tu lui dirais pourquoi vous avez un personnage masculin? Elle me dit oui, je pense que oui. Alors il y avait ses copines qui rigolaient autour en disant ouais, non, je crois pas. Et alors c'était pas du tout pour l'enfoncer, mais c'est pour dire que en effet, pendant des Enfin, on ne sait même plus jusqu'à où remonter. On a eu des personnages masculins et pour moi c'est une évidence aussi. J'ai envie de mettre en scène des personnages féminins, des héroïnes. Et alors il y a eu des femmes évidemment dans la littérature. Oui. Pas forcément des héroïnes déjà, plutôt des objets de désir, des objets de fascination, en lien à un héros. Et voilà, en fait, d'un point de vue narratif, c'est des outils narratifs pour servir l'arc du héros. Souvent. Et j'ai même des auteurs que j'adore et à qui j'en veux beaucoup pour ça. Enfin, je pense à Jack London, par exemple, qui a été un de mes auteurs préférés. J'ai adoré Cro-Blanc, j'ai adoré... Martin Eden. Mais Martin Eden, c'est une catastrophe. C'est terrible. Oui, non, mais c'est une catastrophe. J'adore cette œuvre. J'ai vraiment une relation particulière avec celle-là. Mais effectivement, c'est... Ruth, c'est ça, Ruth, je sais pas comment le dire. C'est terrible. C'est l'archétype de la cruche qui empêche l'homme de vivre son rêve. Et puis c'est limite sa faute. Et qui le ramène à des choses matérielles, à des choses. Enfin, c'est vraiment, c'est terrible. Il y a très peu d'autres. Il y a à peine quelques autres personnages féminins, mais qui passent comme ça, un peu en petites étoiles météores, et c'est tout. Et sinon, c'est que des personnages masculins. Comme si, en fait, les femmes n'existaient pas dans l'univers de Jack London. Alors, c'est un peu rude, parce que moi, j'ai adoré. Gamine, ça nourrit mon imaginaire, tout ça, mais j'étais obligée de m'identifier ou de
juste à des garçons ou à des hommes, parce que il y avait aucun personnage féminin qui tenait la route, qui étaient des vrais personnages. Avec des motivations internes, Ouais, pas être au juste- service de complètement. la fille d'eux ou ou fille d'eux, sœur ou d'eux, copine de amoureuse machin, d'eux. love que- interest voilà. de tel ou tel. Ouais. Et du coup, j'adore, je m'éclate de plus en plus, et je crois que l'apogée, ça a été un peu Aix-en-Foigny, parce que là, vraiment, je me suis dit, on y Et va. là, elle aura un flingue. Voilà. Cette Et fois-ci. en plus, c'est sûr. Et cette fois-ci, C'est un peu ça. elle aura un flingue. Alors, c'est un peu expéditif, parce que c'est... Non, mais bon, parce qu'en plus... Mais Oui. c'est quoi? Ah oui, alors vous entendez notre... parce qu'on est en couvre-feu, donc on ferme un peu plus tôt, et ça c'est notre sonnerie. Notre sonnerie de fermeture. Histoire d'inviter gentiment, petit à petit, les gens à commencer à... Voilà. À bientôt, petite voix. Voilà. Donc... Et donc oui, c'était... oui, c'est un peu... Je voulais traiter de la liberté. Ouais. Et d'un personnage qui serait dans une comment dire, dans une recherche de liberté absolue, et de ce que ça induisait aussi, parce qu'effectivement la liberté absolue implique aussi de l'égoïsme, et voilà, mais toute cette question du lien aussi, parce qu'à partir du moment où on est en lien, la liberté est limitée aussi. Donc, le lien entre liberté et solitude, voilà, toutes ces choses-là, et que ce soit une réflexion d'une femme, quoi, oui, pas systématiquement. Oui, puis elle non plus, elle n'est pas portée au nu. Enfin, effectivement, elle a ses parts d'ombre, elle n'est pas c'est toute blanche, c'est loin d'être le cas, évidemment, mais ouais. Et donc voilà, donc oui, non, c'est super important. Puis comme je parlais tout à l'heure, voilà, du regard sur les mères, les injonctions, même plein gris. Alors après, voilà, on est sur une aventure survivaliste, on est sur des choses qui sont... Mais derrière, on a aussi l'histoire d'une libération du côté d'Emma, donc de la narratrice. D'une fascination, d'une emprise, quelque part. Voilà, d'une jeune fille sous emprise de Clarence, et qui petit à petit va prendre conscience de sa propre valeur et de ce que ce gars lui renvoie, quoi. Elle l'empêche de vivre et d'exister juste parce qu'il est. De vivre elle-même d'autres choses, d'autres chemins. Voilà, donc oui, c'est assumé complètement. C'est assumé, bien sûr, complètement. Et c'est pour ça que ça nous a plu aussi. Bon, écoute, on se dirige très doucement vers la fin. Alors 17h20, on aura fait une bonne heure 20 et la liberté absolue implique de l'égoïsme. T'es doué pour trouver les petites... Et une forme de solitude, quand même, parce que non, mais c'est vrai. Moi, je voudrais pas de l'avis d'Ab dans Symphonie-là, même si elle est absolument un panache pas possible, que je l'admire beaucoup, mais effectivement, c'est pas pour autant... ça a un coût, disons. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas... Tout à fait. Ouais. Un coût humain, un coût... Bon, après là, alors, le paye très cher. Par ailleurs, la société étant ce qu'elle était... voilà, mais non, mais oui, par ailleurs, dans ses relations... Mais ça, c'est pareil, le mettre... raconter cette histoire-là dans le Far West des années 20... Ça m'a permis aussi, comme on disait tout à l'heure, de dire des choses en douce, qui finalement sont toujours d'actualité, mais en racontant aussi un morceau de l'histoire, et qui permettait de décaler, de ne pas être trop en direct. Un biais qui permet un petit peu de recul et de... Et puis de raconter aussi une aventure avec des chevaux, des flingues et des saloons. Oui, voilà, quand même. Et des ours. Tout à fait. Merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des dernières... Non, Canidon n'avait pas de questions, et les autres ne sont pas... Mais parce qu'ils n'ont peut-être pas tous créé leur compte aussi sur Twitch. Bon. Mais vous le saurez pour la prochaine fois, du coup. Il suffit de créer un compte gratuit pour pouvoir poser des questions. Bon, non, mais on a déjà... merci pour votre attention, les gens qui êtes derrière l'ordinateur. Merci à vous. Merci Arthur. Oui. Merci Arthur, merci à tous les collègues documentalistes aussi et bibliothécaires qui ont permis que Marion soit là aujourd'hui, qu'elle rencontre, je n'ai pas compté combien d'élèves en tout, mais... Ouais, pas mal. On est bien. Au moins 5 ou 6 classes, donc on est... fois 20, donc on est près de 150 élèves. On est à plus de 100 élèves, donc on est bien en termes de bilan quantitatif et bilan qualitatif. Je te laisserai répondre pour toi, mais on est très contents.
On était très heureux. Merci Amrous 017. Monsieur Ours. Monsieur Ours, t'as raison, peut-être, je ne sais pas lire les pseudos. C'était Monsieur Ours, bonjour et merci. Merci. Et En espérant qu'on vous ait donné envie de découvrir Oui, l'œuvre de donc Marion Bonnet. ils sont tous empruntables, on va y faire attention, sauf Plein Gris qui est en cours de catalogage, plastifiage. La semaine prochaine, il est prêt. Promis. Et pourtant, vous êtes vraiment très en avance, puisque, je le répète, moi, je n'ai pas encore mes exemplaires. Ce qui m'a quand même fait halluciner. On a des petits problèmes de poste à Marseille, alors et voilà, du coup, j'ai toujours pas reçu mes exemplaires. Donc voilà. Et puis, nous, on vous retrouve à la médiathèque, sur la chaîne Twitch de la médiathèque le mois prochain avec une autre autrice complètement sur un autre sujet. C'est Lucie Félix, qui est une autrice de livres pour les tout petits. Il va y avoir une expo d'elle à la médiathèque. Une expo qui est proposée dans le cadre avec les consignes sanitaires qui s'imposent évidemment. Et donc on va pouvoir l'interroger sur son travail, justement qu'est-ce que c'est de créer des choses pour les tout petits, son travail de design, de graphisme, sur sa réflexion sur la motricité des tout petits. Donc ça va être chouette, ça va être complètement différent. Mais c'est bien, ça reflète aussi ce qu'on fait. Donc merci encore une fois à Marion, au risque de me répéter. Mais c'était cool. Et puis à bientôt tout le monde. Bonne soirée. Ciao.